Bonjour, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je vais aujourd'hui vous parler du plaisir en tant qu'allié d'une alimentation plus saine. Vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qu'a dit le professeur Jouvent et qui nous a rappelé dès le départ la primauté au sens primaire de l'affect sur le cognitif. Et c'est effectivement ma question est la suivante. On a tous bien conscience que les émotions peuvent être un problème pour une alimentation saine. La question est dans quelle mesure peuvent-elles être aussi être une solution? Donc, je vais passer ici sur ma déclaration d'intérêt. Donc, je suis professeur de marketing à l'INSEAD, qui est une école de commerce en France et à Singapour. Et les études que je vais vous présenter sont des études qui ont été publiées, qui sont disponibles sur mon site d'ailleurs, financées par l'INSEAD. Donc, les limites d'une approche purement axée sur la qualité nutritionnelle. Je vais d'abord commencer en disant que je suis tout à fait pour l'information nutritionnelle. J'ai d'ailleurs passé pas mal de temps l'an dernier dans le cadre du comité scientifique sur l'étiquetage graphique nutritionnel, à essayer de faire en sorte qu'on puisse avancer là-dessus. Mais il faut quand même bien constater que les effets, même dans cette étude qui pourtant était énorme sur 60 supermarchés, etc., les effets restent modestes. Et en fait, viens de terminer une méta-analyse de tout ce qu'on appelle les nudges. C'est quoi les nudges? Ce sont les actions comportementales qui veulent inciter les gens à choisir ce qui est dans notre cas précis, des aliments meilleurs pour la santé, sans utiliser de motivation économique, sans utiliser le prix, tout en laissant aux gens la liberté de se goinfrer s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est les nudges. Et donc, on a en fait regardé 277 études de terrain, c'est-à-dire dans les supermarchés, dans les restaurants. On a regardé en fait leur efficacité, tout en contrôlant pour les effets, par exemple, des types de comportements. Est-ce qu'on regarde l'achat ou la consommation, les enfants, les adultes, etc., etc. Et donc, je vais vous donner vraiment très rapidement ces résultats qui montrent que finalement, parmi tous les nudges qu'on a étudiés, l'information nutritionnelle, c'est-à-dire vraiment un nudge purement cognitif, on va informer les gens sur la qualité nutritionnelle, et bien finalement, c'est le seul qui n'a pas eu d'effet statistiquement significatif. Là, le dé de Cohen, ici, est sur la base d'une cinquantaine d'études, de cette méta-analyse, qui avait uniquement regardé l'étiquetage nutritionnel. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on ajoute à cette information des logos ou des couleurs de manière à aider les gens à l'interpréter, on passe de la description à la prescription, à l'évaluation tout au moins. Donc on améliore la qualité et la taille de l'effet. De la même chose, lorsqu'on on travaille sur la visibilité des produits en mettant les produits meilleurs pour la santé plus visibles et les autres un peu moins visibles. Au total, on a quand même des effets qui ne sont pas énormes. On a un dé de Cohen pour ceux qui connaissent le 0.08, c'est-à-dire que si on l'extrapole à la journée par rapport aux quantités de la prise alimentaire, on peut espérer 45 kilocalories par jour, dans le meilleur des cas. L'autre aspect, par contre, et là où ça devient un peu plus optimiste, ce sont tous les nudges qui vont chercher directement à influencer le consommateur, à le séduire, sans passer forcément par la case cognition. Et par exemple, il s'agit de l'étiquetage sensoriel. Au lieu de dire il y a du gras ou il n'y en a pas, on va dire, par exemple, il y a une étude récemment qui présentait des fruits et des légumes de manière sensorielle en leur disant c'est dynamite beets, ce sont des betteraves, c'est de la dynamite. On va vraiment mettre en accent le côté sensoriel et pas uniquement le côté plus utilitaire et santé. Ou alors des choses même assez brutales, directes, où lorsqu'on choisit son menu sur la borne, elle nous dit ouais, ça a pas l'air d'être un menu très très bon, équilibré, ou même la caissière qui va vous dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas une pomme ou diminuer même la taille de votre de ce que vous avez, de votre repas. Là, on arrive quand même à des effets qui tout de suite sont plus forts et qui sont, on peut extrapoler à 120 calories par jour. Mais les nudges les plus efficaces, ce sont ceux qui cherchent à directement influencer les comportements sans finalement passer par l'information ni la séduction. Et une partie de ces nudges, ce sont ceux qui travaillent sur le côté pratique. Donc très concrètement, si on met par exemple les fruits ou les légumes ou les crudités au début de la ligne de la cafétéria et que les gens les mettent sur leur plateau, ça va avoir un effet parce que si on les met à la fin, lorsque le plateau est plein, il faut revenir en arrière, on gêne tout le monde, on embête tout le monde. Bref, c'est vraiment pas pratique. Où on prend les fruits et les légumes, on va les faciliter leur choix ou leur consommation en les coupant ou en les présentant, etc. Et là, on a des effets qui sont beaucoup plus importants. Et finalement, les interventions qui fonctionnent le mieux, ce sont celles qui consistent à changer la taille des assiettes ou des contenants ou des verres, sans que personne s'en rende compte finalement.
Et là, on a un effet en moyenne qui peut aller jusqu'à 186 calories par jour. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, il faut continuer à informer, mais il ne faut pas non plus attendre des miracles. Et si on essaie de réfléchir un peu aux multiples raisons pour lesquelles l'information ne suffit pas, moi je vais me focaliser sur une raison qui est celle que j'ai étudiée le plus, qui est finalement les limites de ce que j'appelle l'approche binaire de l'alimentation, que le psychologue américain Paul Rozin a bien montré. Finalement, le monde, on a tendance à le séparer en deux, que ce soit à la maison, à l'école, comme on voit ici, ou même au niveau réglementaire. On dit il y a les bons produits, il y a les mauvais produits. Donc ici à gauche, les mauvais produits, c'est tous les produits que mes enfants adorent. Hein. C'est le chocolat, Burger King, McDo, la glace, etc. Et à droite, tous les bons produits, les carottes, les brocolis, etc. Tous les produits que j'arrive pas à faire manger à mes enfants. Et donc la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi les entreprises peuvent pas tout simplement vendre plus de brocolis ou vendre plus de carottes au lieu de vendre des bonbons chocolatés. Et ça, c'est un aspect très intéressant sur lequel j'aurais pas beaucoup le temps de développer, mais la plupart des gens qui me posent cette question, ils ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Et en fait, c'est évidemment tout à fait vrai qu'on ne peut pas dire que tous les aliments se valent, mais ce que je vais développer aujourd'hui, c'est cette idée que si on se focalise uniquement sur la qualité des aliments, on va avoir à négliger l'autre aspect fondamental qui est le choix de la quantité. Et ce choix de la quantité consommée, il est primordial. Et il est primordial, et je vais juste démontrer une étude qu'on a réalisée aux États-Unis et après en France, dans laquelle, en fait, on a présenté aux gens des bonbons chocolatés, soit en les présentant comme des bonbons chocolatés normaux, classiques, soit en disant que c'était des dragées chocolatées allégées en matière grasse. C'était exactement les mêmes dragées chocolatées. En fait, on a menti, mais bon, je suis prof de marketing, donc j'ai pas que j'ai le droit. Et on a regardé combien les gens se servaient. J'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, mais c'était assez impressionnant. Lorsqu'ils étaient présentés comme des bonbons normaux, les gens ont fait attention. En moyenne, ils se sont servis 192 calories. Lorsqu'on leur a demandé d'estimer la quantité consommée, c'était à peu près 120, donc une sous-estimation classique. En revanche, lorsque ces mêmes dragées étaient présentés comme bons pour la santé, allégés, les gens se sont servis 46% de plus, tout en pensant qu'ils avaient consommé exactement la même quantité. Et on comprend très bien l'idée. C'est bon pour la santé, je peux en manger davantage. Et c'est un effet qu'on retrouve vraiment à beaucoup de niveaux et qui en fait explique en partie la raison pour laquelle ça ne suffit pas d'avoir des produits meilleurs pour la santé ou de les annoncer. Si derrière on enlève le sel et que les gens en rajoutent, ou si on réduit le gras, le sucré, le salé, mais que les gens en consomment beaucoup plus, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Il y a un autre aspect, et donc finalement, après avoir fait ces études qui étaient un petit peu démoralisantes, j'ai changé de cap pour travailler vraiment avec l'ensemble de mon équipe et mes doctorants sur pas seulement le choix de ce qu'on va manger, Coca, Pepsi, croissant, pain au chocolat, mais la quantité. Et l'idée vraiment de base, elle est très simple, c'est qu'en tant que consommateur, on a de plus grandes préférences sur le choix de l'aliment que sur la quantité. On sait si on veut un croissant, un pain au chocolat, mais on veut quelle taille? Un croissant normal. Un Coca ou un Pepsi, d'accord, tu peux répondre, mais quelle taille? Je veux une taille normale. Sauf que ça ne veut plus rien dire, une taille normale. Quand on va aujourd'hui dans la restauration rapide, on a le choix entre 3 tailles de 3 gobelets de boisson. Petit, moyen, grand. Le petit, ici, comme vous voyez, il y a un enfant dessus. Donc en tant qu'adulte, on va choisir le moyen ou le grand. Ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que la taille enfant dans une chaîne de restauration rapide en France est plus importante que ce qui était la taille normale pour un adulte pendant les 80 premières années de l'existence de l'entreprise Coca-Cola. 19 centilitres. De 1885 ou quelques jusqu'aux années 60, il y avait un seul choix de taille, 19 centilitres. Et aujourd'hui, la taille enfant est supérieure à ce qui était la taille adulte il n'y a pas si longtemps. D'autre part, ces tailles petit, moyen, grand, elles n'ont absolument aucun sens. Parce qu'on va chez McDonald's aux États-Unis, par exemple, on voit ici l'équivalent petit, moyen et grand. Donc on voit qu'un moyen chez McDo aux États-Unis est plus grand qu'un grand gobelet chez McDo en France. Et quand on va chez Starbucks, le petit s'appelle le grand, etc. Bref. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, dans les années 80, il y a une chaîne de magasins de proximité qui s'appelle 7-Eleven qui a lancé le Big Gulp. Les gens ont rigolé au départ en disant « Mais qui vraiment va boire 1 litre de soda ?» Et ça a tellement bien marché qu'ils ont ensuite introduit le Super Big Gulp et qu'ils sont allés jusqu'au Double Gulp. Remarquez l'étendue de accroissement. On est passé de 19 centilitres à 190, multiplié par 10. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si
il y a, à mon avis, assez peu de gens ici qui vont choisir le double gulp. Le simple fait qu'il existe change notre compréhension de ce qu'est une taille normale. Le grand Coca, finalement, qui était ici au milieu, chez McDo en France, il n'est pas si grand que ça, finalement, il est peut-être plutôt petit. Et on sait très bien que, par exemple, si on enlève la petite portion, l'ancienne moyenne portion devient la nouvelle petite. Et donc, une partie des consommateurs vont choisir de prendre une taille plus grande. Donc ça, c'est toute une partie de mes recherches sur lesquelles je n'ai pas eu le temps de travailler là. Mais ça montre, à mon avis, un domaine très intéressant pour la nutrition, pour les comportements alimentaires en général, qui est le choix de la taille de la portion. Et encore une fois, le choix d'un aliment où on a des préférences très fortes, une fois que c'est dans mon assiette, c'est vraiment difficile de résister, de pas le terminer. Mais il y a vraiment un moment qui est peut-être le meilleur moment sur lequel on peut avoir une influence sur les comportements, qui est au moment du choix de la taille de la portion. Est-ce que je prends petit, moyen, grand? Est-ce que je prends un dessert, ou je le partage, ou je prends un café gourmand, avant que l'aliment soit en face de nous? Et c'est vraiment là-dessus, je pense, qu'il y a une possibilité d'utiliser le plaisir comme argument pour nous faire préférer choisir une taille normale. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres arguments classiques. Donc, je vais, dans les études que je vais vous montrer, comparer l'efficacité des arguments liés au plaisir à ceux liés à la santé classiquement. Donc là, on a une étude, on a une affiche plutôt de la ville de New York, qui est toujours en pointe là-dessus, qui nous dit la chose suivante. Les portions ont grandi, et la proportion de gens avec un diabète de type 2 a aussi cru, et ce qui peut amener à des amputations. Et donc, on a ici, clairement, on nous dit « Cut your portions, cut your risk ». Réduisez vos portions, réduisez votre risque, ou on vous réduit la jambe. C'est quand même direct. C'est vraiment basé sur la santé. Et la question qu'on s'est posée avec mon ancien étudiant Ian Cornell, qui est maintenant à l'Université de Colombie-Britannique, c'était peut-on utiliser des arguments liés au plaisir et plutôt qu'à la santé pour favoriser le choix de portions raisonnables? Et ce faisant, est-ce qu'on peut trouver un endroit où on arrivera à aligner les objectifs de santé, l'objectif commercial et aussi l'objectif de plaisir? Clairement, au niveau de l'objectif commercial, il y aura très peu de restaurants qui vont mettre en avant cette affiche pour faire fuir leurs consommateurs. Et donc la question est la suivante. Si on choisit entre une petite, une grande, une moyenne part de gâteau au chocolat ou le super moelleux que le professeur Jouvin nous a montré, qu'est-ce qui nous incite à choisir une grande portion? Il y a vraiment deux effets qui sont les deux facteurs primordiaux. Tout d'abord, la peur de manquer. Est-ce que je serai rassasié avec une frite moyenne? Est-ce que j'aurai encore soif avec un petit coca? L'autre aspect, c'est vraiment l'effet d'aubaine. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais au cinéma et quand je vois le prix des énormes tailles de popcorn et que je choisis la petite parce que je vais être raisonnable, j'ai vraiment l'impression de m'être fait complètement avoir et de subventionner ceux qui prennent les grandes tailles. Parce que pour quelques centimes de plus, je pourrais avoir un seau de popcorn. Donc, il y a ces deux facteurs qui sont le prix et puis le rassasiement qui nous incitent à choisir les grandes portions, et c'est ce qui explique pourquoi les portions n'ont cessé de croître. Okay? C'est vraiment super à faire. Il faut trouver donc un argument qui aille dans le sens inverse, qui soit plus fort pour les petites portions. Et en fait, la chance qu'on a, c'est que cet argument, il existe, et c'est un argument qu'on connaît tous, parce qu'il est vraiment lié à l'expérience de la consommation. C'est le rassasiement sensoriel spécifique, c'est l'adaptation hédonique, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est vraiment l'idée toute simple qui est que dans l'alimentation, le plaisir est maximal à la première bouchée. La première gorgée de bière, c'est vraiment celle qui donne le plus le waouh. La seconde bouchée sera toujours plaisante, mais moins que la première. Et lorsqu'on arrive à la dernière bouchée, franchement, soit elle est insipide, soit elle est carrément un peu écœurante, et souvent on la regrette, hein, c'est pas vrai? Donc, jusque-là, on est d'accord. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intuitif, qu'on a tous connu, ressenti. La chose qu'on oublie, et qui pourtant est primordiale, au-delà de cette diminution marginale du plaisir, c'est que dans l'alimentation, le plaisir n'est pas la somme du plaisir ressenti à chaque bouchée. C'est la moyenne. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on prend cette énorme mousse au chocolat, cet énorme gâteau au chocolat, la dernière cuillerée, non seulement elle ne va pas être très plaisante en elle-même, mais au lieu de rajouter du plaisir, elle va faire baisser la moyenne de plaisir. Et ça, c'est vraiment l'idée fondamentale de ces études, c'est de rappeler aux gens une vérité qu'on a tendance à oublier, qui est que la dernière bouchée de ces énormes portions,
elle fait baisser le ressenti global du plaisir. Et donc, lorsqu'on choisit des portions gigantesques, on choisit des portions qui ne sont pas optimales au niveau du plaisir, sans parler de la santé. Donc, on a testé cette idée dans tout un tas d'études, et la question, évidemment, c'est comment est-ce qu'on fait pour rappeler aux gens ce qu'ils savent déjà. Et donc là, je fais écho à ce qu'a dit le professeur Jouvent, on va utiliser la simulation, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle mindful eating, la pleine conscience. Je vais vous montrer 3 études sur les 7 ou 8 qu'on a faites, en commençant par une qui a été faite chez des enfants. Et l'idée de base, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'imagerie sensorielle pour vraiment rappeler aux enfants, pour qu'ils se rappellent eux-mêmes de ce qui se passe quand on mange. Donc là, on avait en fait des enfants de 5-6 ans, 2 groupes. Dans le groupe de contrôle, on leur a montré différentes images et on leur a demandé de verbaliser les 5 sens. Donc par exemple, quand on marche l'automne sur des feuilles mortes, quel bruit ça fait, quand on touche le sable sur la peau ou même la neige sur la langue. Et les enfants pouvaient très facilement, parce que c'est une expérience que la plupart avaient eue, verbaliser et dire voilà les 5 sens, voilà ce qui se passe. Et ensuite, ces enfants avaient le choix entre 6 tailles de brownies. Je vous rassure quand même, on ne leur a pas donné la taille qu'ils avaient choisie, parce que c'était quand même des tailles vraiment très importantes. Mais dans le groupe de contrôle, en moyenne, la taille choisie, c'était la 5e. C'était quand même plus de 300 calories. Dans le groupe d'imagerie sensorielle, on leur a fait faire exactement la même intervention, sauf qu'elle était basée sur des aliments qu'ils connaissaient bien. Et comme l'a dit le professeur Jouvent, le simple fait de simuler la consommation, de se dire qu'est-ce qui se passe lorsque je mange, je croque cette gaufrette au chocolat, le son que ça fait, les arômes, etc. Même avec des mots d'enfants, les enfants n'avaient aucune difficulté à se représenter et se remémorer le résultat. Et lorsqu'ils étaient dans cette condition, de par eux-mêmes, ils ont choisi de descendre de 2 portions au niveau du choix de ces brownies, choisissant par eux-mêmes une portion plus raisonnable. Alors, pourquoi exactement on a cet effet et comment est-ce qu'on peut comparer l'effet de cette intervention à celui d'une intervention classique basée sur la santé? Donc ça, c'était le but de cette 2e étude, dans laquelle on avait, qui était faite auprès d'adultes, par contre, avec, comme tout à l'heure, un groupe d'imagerie sensorielle. Donc là, on avait 3 types de desserts que tout le monde connaît en France, une mousse au chocolat, une glace à la vanille, une tarte aux fraises. Pareil, souvenez-vous la dernière fois que vous avez mangé une mousse au chocolat, rappelez-vous quelle saveur, les goûts, etc. Et aucune difficulté, on s'imagine bien ce que c'est. Dans le groupe de contrôle, c'était aussi des questions sur sensorialité, mais tout à fait indépendantes de l'alimentation. Donc là, imaginez-vous vous asseoir sur cette chaise, quelle sensation cela ferait au niveau du confort, etc. Et le 3e groupe, on réutilisait les mêmes 3 aliments, 3 desserts, mais au lieu de leur demander les goûts, la texture, les saveurs, etc., on leur demandait d'imaginer ce que ça pouvait bien faire au niveau de leur santé, au niveau de leur prise de poids, etc. Vraiment manipulation culpabilisante. Et le choix de 5 tailles de brownies, c'est exactement les mêmes, sont sur l'assiette. Et on a 2 groupes de participants. Un groupe à qui on demande de choisir une des 5 portions, comme les enfants, mais aussi de nous dire leurs attentes de plaisir. On ne pouvait pas demander aux enfants, ça devient à 5 ans, c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, un autre groupe à qui on a demandé de manger soit la plus petite portion, soit la portion intermédiaire, la numéro 3, soit la plus grande portion. Et on a fait ça pour pouvoir comparer les attentes du plaisir à l'expérience réelle du plaisir. Parce qu'on voulait savoir non seulement si l'intervention faisait préférer des plus petites portions, mais si en plus elle fonctionnait réellement dans la mesure où elle incitait les gens à choisir des plus petites portions qui leur donnaient réellement plus de plaisir. C'est ça qui est important. Donc, tout d'abord au niveau du choix de la taille de portion. Donc on a répliqué l'effet qu'on a trouvé chez les enfants. Dans la condition de contrôle en moyenne, c'était la portion 3 qui était choisie. Dans la condition d'imagerie sensorielle, ça a très bien marché, on leur a vraiment fait peur. Ils sont passés de 3 à la portion 2. Et dans la condition d'imagerie sensorielle, ça a un peu moins bien marché, mais ça marchait quand même plutôt pas mal. La portion en moyenne choisie était la 2,2. Jusque-là, on peut se dire, bon, ben, la santé, ça marche. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'effectivement, lorsqu'on choisit une petite portion pour des raisons de santé, on le fait au détriment des attentes du plaisir. Et donc, on a en fait, je vais vous montrer ici un autre résultat, qui n'est pas la portion choisie, mais qui est la portion que les gens pensaient
qui leur donnerait le plus de plaisir, entre la portion 1 à 5. Et là, on voit que donc dans la condition de contrôle, en moyenne, la portion choisie, c'était la 2.9, et celle préférée, c'était la 3.1, une petite restriction cognitive. Dans la condition d'imagerie de santé, ils ont choisi la portion 1.9, mais vraiment, s'ils avaient pu, ils nous auraient choisi la portion 2.6. Et ça, c'est ce qui, évidemment, crée du regret, du ressentiment, ce qui fait qu'on peut résister à tout, sauf à la tentation, comme disait Oscar Wilde. Et donc là, on a vraiment un choix par restriction, par regret, en pensant que, OK, je fais attention à ma santé. Alors qu'en comparaison, dans la condition d'imagerie sensorielle, il y avait une adéquation parfaite entre le choix de la taille de portion et la taille de la portion qui leur donnerait le maximum de plaisir. Pourquoi? Parce que là, on leur a pas demandé de choisir en fonction de la santé, on les a mis en condition de réfléchir au plaisir et se sont rendus compte que finalement, la portion 5, elle était beaucoup trop grosse et que la portion 2, en moyenne, elle serait celle qui leur donnerait le plus de plaisir. Maintenant, ici, on a les résultats au niveau du plaisir, non pas anticipé, mais réel, et dans les 3 conditions. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que ce plaisir, il diminue. Il est maximal pour la petite portion. Il est à peu près identique, on va dire, pour la portion 3, et la portion 5, elle est clairement trop grosse. Certains participants ont eu du mal à terminer ce brownie, tellement il était gros. Mais donc, cette promesse que le plaisir total n'augmente pas avec la quantité, mais en fait diminue avec la quantité, on l'a retrouvée dans ce cas. Conclusion. Par contre, si on regarde au niveau des attentes, eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans la condition de contrôle, les gens pensaient que la portion 3 serait plus plaisante que la 1, alors qu'en fait, elle l'était autant. Imagerie santé, pas d'effet. Imagerie sensorielle, ici en pointillé, on a l'attente de plaisir. Eh bien, en fait, les gens avaient correctement anticipé que la portion 1 serait globalement aussi plaisante que la portion 3. J'ai pas le temps de vous parler de cette étude en restauration, mais je vais vous dire en 2 mots, ça a marché. Allez, à 2 secondes. Menu classique, menu nutrition, en leur disant, attention, 86 calories par mini tartelette. Menu sensoriel avec un poème pour vous faire savourer ces tartelettes au citron, etc. Au niveau de la quantité consommée dans ce repas, c'était des vrais consommateurs qui ont payé pour leur repas. Un effet bœuf du menu nutrition, tellement fort que je suis sûr qu'il y en a certains qui se sont arrêtés, qui sont allés au McDo après, puisqu'il s'était tellement restreint. Le menu sensoriel, une réduction plus, on va dire, durable. Mais c'est là que ça devient intéressant. Les gens dans le menu sensoriel ont passé plus de temps à manger moins. Et surtout, ils ont été davantage satisfaits du repas en général et ils étaient prêts à payer davantage. Et donc, on a cet alignement entre les objectifs de santé puisqu'ils ont mangé moins, l'objectif commercial puisqu'ils étaient prêts à payer plus pour moins, et l'objectif de plaisir puisqu'au total, ils ont apprécié davantage. Et donc, ma conclusion est la suivante. Peut-être qu'il est temps de revenir à la sagesse d'Épicure qui, en 300 avant Jésus-Christ, dans sa fameuse lettre à Ménécée, a dit que le sage ne choisit pas la portion qui est la plus importante, mais celle qui est la plus goûteuse. Je vous remercie.